Previously on YouTube is du halluciné. Une batte de baseball. Je sais pas, je trouve ça drôle. Je bisouille à tout bien les bâtards. Ah coucou mes loulous. Non, c'est mon Kiji. Ah coucou. Non c'est moi. Non, c'est moi. Non c'est moi. Non, c'est moi. Waouh. Ça commence bien. Je sens que ça va être très long aujourd'hui. Et ouais. Pas court quoi. Sûr. Ah coucou. Je suis super ravi de vous retrouver pour ce 3ème épisode d'Halluciné. Et aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Il va falloir qu'on parte très vite parce qu'on a du pain sur la planche. Et là vous vous dites forcément, légitimement, ouais mais PJ, à chaque épisode tu dis que c'est un truc un peu spécial, que c'est différent du précédent. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, c'est quoi? Comme je te comprends, jeune internaute qui n'a pas envie de te faire berner par un YouTuber. Et oui, aujourd'hui est un jour singulier parce qu'on va s'intéresser à un réalisateur qui déchire sa race et qui est apprécié par une très large génération. Allant de 16 à beaucoup. Peut-être même avant. Donc très large. Si je vous dis Reservoir Dogs, Pulp Fiction ou encore Django Unchained, qui est d'ailleurs son plus gros succès en France, vous me dites... C'est Stallone. Madonna, Jean-Claude Van Damme. Jennifer. Oh les gars, putain, ça fait 30 secondes que l'émission a commencé, vous êtes déjà insupportable. Oh. Non franchement, mea coupable. Excuse 5. Franchement, ça se fait rap. Bref, vous l'aurez compris, cette semaine, c'est Quentin Tarantino qui est à l'honneur dans Halluciné, et une brève rétrospective s'impose. Quentin Jérôme Tarantino pousse son premier cri le 27 mars 1963 à Knoxville dans le Tennessee. Jack Daniels. Oh! Il est rapidement considéré comme un scénariste en devenir, après l'écriture de True Romance ou encore Tuernay, vendu respectivement une misère à Tony Scott ou encore Oliver Stone. Frustré de ne pas avoir été derrière la caméra pour ses 2 premiers scénarios, il écrira un scénario en à peine 3 semaines, et scénario qui constituera la première pierre à sa glorieux édifice. Et c'est ainsi que Reservoir Dogs verra le jour avant d'être encensé de manière unanime par la critique, ainsi que par le public. Wesh, Reservoir Dogs, ça veut dire c'est la SPA en fait. Écoute-moi bien, jeune Huluberlu. Ma patience a des limites. Si je veux, je te fais disparaître d'un claquement de doigts. Ok? Crédibilité et confiance en poche, les premières esquisses de Pulp Fiction voient le jour. Le film rencontrera immédiatement un succès critique et commercial à travers le monde, et il se verra même remettre l'Oscar du meilleur scénario pour Quentin Tarantino, ainsi que, eh bien, la Palme d'Or à Cannes. La Palme d'Or. Ça veut dire il fait de la plongée ou... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une connerie? Putain, mais aujourd'hui, t'es en pleine forme. Ne nous en déplaise. Et juste avant d'accoucher de Jackie Brown, qui rencontrera un succès un peu plus mitigé que les précédents, que ce soit critique ou commercial de toute façon, comme ça tout le monde est content, eh bien il planchait déjà sur une œuvre qui allait asseoir sa crédibilité dans le milieu, ainsi que démontrer son talent aux yeux du monde. Ha! Et c'est le film dont on va parler aujourd'hui. Bravo, tu l'as vu venir. Comme tu es malin. Oh putain. Waouh, putain, c'est trop sexe, poule. Allô? Toi qui es derrière ton écran d'ordinateur, ton smartphone ou ta tablette, ne la mange pas, hein. Ce n'est pas du chocolat. Et c'est effectivement de ce dernier que l'on va parler aujourd'hui, et il ne s'agit ni de Pulp Fiction, ni de Kill Bill, ni de Django Unchained. Voilà. Plus tard, sûrement. Le film que l'on va étudier aujourd'hui est... Expendables 4. Elle est... Ah, presque. Le film que l'on va étudier aujourd'hui est... Dirty Dancing. Ah bah c'est plus proche d'Expendables, tu vois. Allez, chat. Ah, je baisse les yeux, je suis pas son chouchou. C'est... Inglourious Basterds. Hein? Que me veulent ces airs antipathiques? Igloo quoi? Non. Inglourious Basterds... Non mais oublie, c'est un film dans lequel il y a Brad Pitt. Ah putain mais trop sexy quoi, waouh. Et le méchant il est aussi beau, il est aussi mignon ou... Hitler? Ah non, pas particulièrement. Enfin, je pense pas, non. Je suis pas calé non plus de ouf sur le domaine, mais je crois pas qu'il soit super ouf, quoi. Après... Mais attends, mais Hitler c'est bien le mec chauve dans les jeux vidéo. Ouf. Ah, quand même. Ouais, c'est ça, c'est lui. C'est le même, exactement. Voilà, c'est ça.
Aujourd'hui, on n'a pas de temps à perdre, alors sortez les tenailles, les clés anglaises et les battes de baseball et on va les dégommer du nazi, sa mère. Et là, c'est la guerre mondiale de 78. Skieur et DJ, langouste et perroquet, liqueur et bananier. Bienvenue dans Halluciné. Ok, alors Inglourious Basterds démarre en trombe et s'ouvre sur une scène d'une orchestration magistrale qui se suffirait elle-même pour pouvoir oscariser Christophe Waltz. Dans cette première séquence longue de 10 minutes, il incarne un SS aussi dangereux que charismatique venu démanteler un réseau de juifs dissimulés chez l'habitant. C'est ainsi que Shoshana, interprétée par Mélanie Laurent, verra toute sa famille fusillée avant de pouvoir prendre la fuite en direction de la ville. Et à l'instar d'une scène un peu plus tardive dans le film, eh bien là on peut vraiment palper une tension complètement crescendo, quasiment suffocante, que seuls de grands réalisateurs peuvent vraiment dompter. Franchement ça se voit, t'as pas vu Street Fighter? J'avoue, mais alors c'est exactement pareil quoi. Incroyable. T'es un beau toi. Et en parlant de ça, on arrive à un moment assez important, parce qu'on nous présente la troupe du lieutenant Alderaan, interprété ici par... Dis-le. Dis-le. Par Brad Ridley. Blasphème. Connard. Bref, il est là pour motiver ses hommes avant qu'ils ne soient tous parachutés sur le sol français, afin d'aller dégommer des soldats du Troisième Reich. Et en plus en toute furtivité. Et ces derniers s'auto-surnommeront les... Moi, tu m'as vu, fais la passe. Allez, vas-y, vu que ça te fait tant plaisir. Les bâtards. Ça va, ça fait du bien? Tu te sens mieux? Bien? Franchement, j'avoue, ça me purge de l'intérieur. Bon, déjà, le pitch, ils vend pas du rêve, sérieux. Un Brad Pitt plus énervé que jamais, à la tête d'un commando de soldats juifs qui n'ont aucune autre intention d'aller zigouiller du nazi, tout ça mis en scène par Quentin Tarantino. Que demande le peuple? Et tu sens forcément que ça va être explosif, quoi. Et ça l'est. Et puis bien en plus, le lieutenant Alderaan ne réclamera qu'une seule chose à ses hommes après leurs escapades meurtrières, et c'est... Vas-y, fais Brad Pitt un coup. And I want my scalps. Eh, franchement, j'étais bon ou pas sérieux? Franchement, dis-moi, sérieux quoi, de what I want. Franchement, à part la voix, le même. Allez. Ouais, Martin Scorsese. Ouais, vas-y, viens, tu me fais tourner, je suis venu bon de ouf là, ouais. T'emballes peut-être pas non plus de ouf, hein. Le film se prolonge, et un soldat est reçu par Hitler en personne et lui narre l'embuscade à laquelle il a été confronté, ainsi que la sauvagerie dont un des barbares a fait preuve à l'aide d'une batte de baseball. Le responsable de ces atrocités serait surnommé l'ours juif, interprété ici par l'inquiétant Eli Roth. Eli Roth, le réalisateur des 2 Hostels. Eli Roth. Fait une chaleur sa mère. Et pour couronner le tout, eh bien ils lui ont gravé une croix gammée en plein milieu de la gueule, sur le front, et l'ont laissé en vie pour une seule et unique raison, qu'il aille prévenir ses supérieurs que eux étaient tapis dans l'ombre par réelle vengeance. On continue de suivre Shoshana, qui a complètement changé d'identité afin de passer à travers les mailles du filet nazi, et qui est maintenant devenue propriétaire d'un cinéma légué par sa tante. Elle se voit rapidement courtisée par Frédéric Zoller, qui est le protagoniste de son propre biopic. L'entièreté de la nation. Scheiße. Et afin de pouvoir séduire davantage Shoshana, parce que là c'est pas gagné. Eh, franchement, il est trop nul, hein. C'est juste, il sait pas comment c'est d'une malade. Machin, un truc. Regarde-moi. Ah. Je crois que je vais me vomir dans la bouche. Bref, Frédéric Zoller convainc un haut dignitaire d'organiser l'avant-première de son film dans le cinéma de Shoshana. Elle y voit rapidement la possibilité d'avoir tous ses œufs dans le même panier, et prémédite avec Marcel, son amoureux, sa terrible et tant attendue vengeance. Pour ce faire, ils useront de pellicule de nitrate, un matériau très inflammable qui va tout faire cramer. Allumez le feu. Wow! Allumez le feu. Il suffira d'une étincelle. Merci bien. Je tenais à rappeler que demain, je serai en concert à Dunkerque, dans le Nord. Ouais. Allez, on y revient. C'est comme ça que je t'aime. Par la suite, on nous présente un des bâtards, joué par Michael Fassbender. Putain, mais tu vas pas le faire avec tous. Putain, mais t'as faim, toi, c'est pas possible.
Bref, Michael Fassbender est en entretien avec un lieutenant anglais et ils sont en train de peaufiner l'opération Kino, qui veut dire cinéma en français. Ce plan est organisé à la base par une actrice allemande, ici jouée par la belle Diane Kruger. Eh ben dis donc, aujourd'hui tu m'as gâté niveau nana, waouh. Te réjouis pas trop vite. Pourquoi? Non, j'ai rien dit. Attention, tu vas quand même pas me dire qu'une des nanas crève à la fin, hein. Non, pas l'une d'elles. Pas l'une d'elles. L'opération est destinée à infiltrer la première projection du film de propagande nazie en utilisant les 3 bâtards germanophones de la clique qui endosseront le costume de SS pour passer inaperçus. Et bien sûr, cette scène, comme à l'accoutumée dans Halluciné, servira de passerelle parfaite pour accéder à une séquence titanesque du film. Le point de rendez-vous entre les 3 germanophones et l'actrice infiltrée est fixé dans une taverne non loin du cinéma, à quelques heures de la projection. Mais la situation se complique dangereusement lorsqu'un vrai groupe de soldats nazis, plutôt bien gradés, fait son entrée. Au début, tout se passe relativement bien, non sans tension, mais ils maîtrisent à peu près la situation. Lorsque soudain... Explique-toi, putain! 2 secondes, je suis en train, je le fais. Jusqu'à ce que le personnage de Michael Fassbender commande 3 verres. Voilà. Le seul souci en fait, c'est qu'on a une façon de compter manuellement qui est un petit peu différente de celle des Américains. Voilà, nous ça serait plutôt 1, 2, 3. Et eux c'est plutôt 1, 2, 3, bitch. Le souci, c'est que, eh bien, ça n'échappe pas au major de la Gestapo. De la Gestapo? De la Gestapo. Sûr, de la Gestapo. De la Gestapo. Ah ouais, comme le jus de tomate froide. Va t'acheter un cerveau, va. Drei Gläser. Ce qui est juste incroyable, c'est qu'à cet instant précis, regardez d'ailleurs le jeu d'acteur de Fassbender, c'est magique. Bref, à cet instant précis, tout le monde autour de la table sait pertinemment que c'est foutu. Tous. Et qu'ils ont chacun 4 chances sur 5 d'y rester. C'est magistral, et tout va s'intensifier dans la continuité de la scène. Dans cette séquence ô combien jouissive, Quentin Tarantino nous démontre une fois de plus qu'il maîtrise avec prestige tous les codes du western spaghetti. Voilà, en utilisant une technique de l'élastique durant une magnifique impasse mexicaine. Oh là là, beaucoup de travail pour moi. La technique de la slick représente une montée en puissance de suspense. On sait que quelque chose va arriver, mais on sait pas quand. Elle est éculée déjà depuis les années 20, au tout premier film noir avec Nosferatu en 1922, jusqu'aux tortures portes d'aujourd'hui. Elle représente une victime qui est poursuivie par toute forme belliqueuse, prête à la tuer. Ouh là là, ça fait peur. L'impasse mexicaine, en fait l'impasse mexicaine, ça représente... Non, ça c'est bon, je prends, ça ma charge. Alors l'impasse mexicaine, ou Mexican Standoff chez nos copains d'outre-Manche, eh bien est présente dans la quasi-intégralité de la filmographie tarantinesque. On peut également la retrouver dans les westerns de Sergio Leone, ou encore dans le cinéma hongkongais des années 90. Pour faire simple, une impasse mexicaine met en scène un minimum de 3 personnes se menaçant d'une arme mutuellement. Voilà. Ce qui dissuade chacun d'entre eux d'attaquer, parce que du coup ils s'exposent aux représailles de la 3e personne. Et du coup, eh ben, la seule solution pour rester en vie, eh ben, c'est de rien faire. Sauf que du coup ça bloque la situation. Mais aujourd'hui, on est chez Tarantino. Et chez Tarantino, bah, les situations restent pas bloquées très longtemps. Ah, putain, il fait chaud! Mais revenons à la scène. Parce que ça va péter! Uh-oh. Voilà quoi, juste ouf. Bon, malgré une sale blessure à la jambe, la seule personne qui en réchappera, eh bien c'est Diane Kruger. Bon, à son retour au QG, Brad Pitt la pensera traîtresse pendant un laps de temps, jusqu'à ce qu'elle lui précise que Hitler en personne assistera à l'avant-première. Voilà. C'était pas prévu au début, mais finalement c'est ce qui va se passer. De son côté, le personnage campé par Christophe Waltz, eh bien mène sa petite enquête. Et de retour à la taverne, eh bien, il tombe sur l'une des chaussures de l'actrice, ainsi que sur un des autographes qui était dédicacé à l'un des soldats allemands. Et la meuf n'est plus là. Pour sa gueule, ça sent un peu le pâté. Et le pâté de foie, campagne bien dégueu. Bref, les bâtards décident de maintenir le plan en prenant la place de leur défunt frère d'armes. Seul Hick. Et on revient au problème initial, aucun d'eux ne parle allemand. Qu'à cela ne tienne, ils se feront passer pour des amis italiens de la belle Diane Kruger. Sauf que Brad Pitt, donc Aldo Rain, est patriote comme pas deux. Et dans la totale incapacité de prendre quelque accent que ce soit. Notamment l'accent italien.
ce qui va donner probablement une des scènes les plus drôles que le cinéma ait pu connaître. Et je plaisante pas, hein. Après être passé par tous les états possibles et imaginables pendant 2 heures, et bien là, Tarantino, Christoph Waltz et Brad Pitt nous livrent un moment absolument cultissime, qui va vous bidonner. Bon, je me refuse de vous diffuser cette scène parce que vous devez voir le film dans sa globalité, dans son intégralité, mais faites-moi confiance, les yeux fermés, c'est hilarant. Gorlami. Ancora una volta. Que ce soit les expressions du visage de Brad Pitt, son accent absolument déplorable, ou encore Christoph Waltz qui n'arrête pas de les faire répéter pour s'imprégner de leur langue, c'est fabuleux. Margarete. S'imprégner de leur langue. Ah bah tiens, c'est tout ce qui te manquait. En plus de ça, t'as un gros dégueulasse. Mais revenons aux choses qui fâchent. Pour dissimuler sa blessure à la jambe, eh bien la belle Diane Kruger s'est faite poser un plâtre. Voilà. Et lorsque Hans Landa se permet l'indiscrétion de lui en demander la raison, eh bien elle prétextera une blessure au ski. Et là, c'est le fou rire. Aussi fou qu'un phénomène. Un fou rire totalement démesuré qui instaurera du coup un climat de tension, de malaise au sein du groupe. Et de ce fait, Hans Landa, juste après, demandera à Diane Kruger, à la belle actrice, s'ils peuvent s'entretenir en privé. Attention, on va spoiler. On va spoiler. On va spoiler sous une étoile ou sous un oreiller. À la suite de ça, eh bien Hans lui fait essayer la chaussure qu'il a trouvée à la taverne. Ah ouais. Genre comme dans Cendrillon. Genre comme dans Cendrillon. Et ça concorde parfaitement. Et du coup, eh bien, il la tue par strangulation. Franchement, je vais pas mettre mon grain de poivre, t'as vu. Sauf que la stranguler parce que la chaussure elle lui vend, c'est un peu cher payé ça, merde. Est-ce que t'as suivi l'épisode d'aujourd'hui ou pas trop? Bien sûr, Zach, franchement, ouais, t'as vu, c'est Batman, il reproduit tous ses péchés capitaux sur les nazis. Ah, d'accord. J'ai bon ou pas? Si, complètement. Carrément bon. Allez, t'as le seum. Ah oui, j'ai le seum. Bref, après cela, il fait arrêter Brad Pitt et le convie à une des discussions les plus étranges et les plus inattendues du film. Il lui propose de laisser l'attentat se faire en échange de l'immunité américaine ainsi que d'une retraite dorée aux États-Unis. L'offre est donc très vite acceptée par un officier à distance et l'attentat peut reprendre de plus belle. La vie. En parallèle, le plan de Shoshana Marcel suit son cours, mais cette dernière reçoit la visite intempestive de Zoller dans la cabine de projection. Elle repousse une énième fois ses avances et lui tire dessus. Mais avant de rendre son dernier souffle, eh bien, il fait de même. Désolé. Non, c'est bon, vas-y, j'ai plus envie de te parler, tu me saoules. Ouais, c'est ça, ferme-la tout jamais, toi. Avant de disparaître, les derniers bâtards accèdent à la loge d'Hitler, le fusillent et tirent dans la fosse. Et pendant ce temps-là, les flammes provenant des pellicules s'étendent, et tout ce petit monde ordurier, eh bien, subit la déflagration. La scène finale oppose Brad Pitt à Christoph Waltz, et avant de lui rendre sa liberté, comme promis précédemment, eh bien, il lui grave une croix gammée en plein milieu du front, à lui aussi. Voilà. Franchement, j'ai pas fait que la merde, mais toi, on peut au moins en mettre 4. Allez, je t'ai préqué. Mais je t'emmerde. Bref, Inglourious Basterds, ça déchire. Ça c'est fait. Franchement, Zinc, celle-là, j'aurais pas osé, t'as vu. Franchement, je préfère encore le carpaccio de tomate. Je pense que comme beaucoup, je vis la sortie d'un nouveau Tarantino, d'un nouveau Scorsese ou d'un nouveau Fincher comme une vraie bonne bouffée d'oxygène, quoi. C'est vrai, quoi, je veux dire, enfin des mecs qui osent des trucs, qui brisent des codes et qui ne se cantonnent pas à ce que la majorité du public réclame au cinéma et qui est déjà présent dans 95% des œuvres. Ça dérange, les dents grincent, c'est souvent immoral. Et alors? And so what? Il y a toujours un argument de poids qui fait contrebalancer tout ça. C'est toujours novateur et c'est enfin anticonformiste. Et suivre ces codes et ces thèmes qui sont épuisés depuis des décennies, mais c'est pas un gage de succès ou de réussite. C'est-à-dire que le film a rapporté 313 millions de dollars pour un budget de 70 millions. Et en plus, on ne compte pas les ventes de DVD et de Blu-ray. Tout est dit.
De surcroît, aujourd'hui, nous étions face à une œuvre spécifique, dont la thématique principale tourne autour de l'articulation du langage à travers différents personnages géographiquement opposés. Et c'est osé! En version originale, le film comporte pas moins de 4 langues différentes. L'anglais, l'allemand, le français et l'italien, pour une petite partie. Voilà comment mettre en évidence le brassage des ethnies autour du fascisme. C'est parfaitement maîtrisé et ça délivre un message bien plus pacifiste que les images ne peuvent le prétendre. Mais cette fois-ci, je ne m'attarderai pas sur le casting ô combien évident, mais plutôt sur Christophe Waltz en particulier. Faut savoir en fait qu'au début, c'était DiCaprio qui devait intégrer le rôle de Hans Landa, mais le souci c'est que Tarantino voulait vraiment quelqu'un de germanophone. Sauf que quelqu'un, alors qui maîtrise l'anglais, un petit peu de français, d'italien, l'allemand parfaitement, avec une notoriété internationale et énormément de talent et de charisme, eh ben, ça se trouve pas dans le boîte de cassoulet d'une huître. Et étant méconnu du grand public, eh bien Tarantino a dû user d'arguments pour pouvoir convaincre les studios de lui faire confiance et de l'engager. Et je pense qu'aucun d'eux ne regrette une seconde ce choix. Et là, contre toute attente, Christophe Waltz a reçu pas moins de 40 récompenses pour 42 nominations. Je veux dire, je sais pas si vous rendez compte un petit peu de l'importance. C'est juste assez incroyable et quasiment jamais vu. Il fait donc partie de ces 8 acteurs à avoir raflé tous les prix les plus importants, à savoir l'Oscar, le Golden Globe, le BAFTA, le Critics' Choice Awards et plein d'autres qui font de lui probablement l'un des acteurs les mieux récompensés et les plus importants de sa génération. De plus, étant aux antipodes de son personnage dans Django Unchained, eh bien il a su allègrement nous prouver qu'une longue et grande carrière se dresse devant lui et qu'à 53 ans, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Bravo Christophe. Voilà, c'était ma chronique sur Inglourious Basterds, j'espère que vous avez passé un bon moment. Sur ce, moi je vous laisse, je dois aller regarder les Dalton. Bisous, bisous. Les canailloux. Franchement, bravo, là, franchement, c'est ta qu'à gérer, mec. Trop merci, trop lol, mais franchement, c'est grâce à toi. Non, c'est toi. Non, à toi. Non, c'est toi. Non, à toi. Non, c'est toi. À toi. Non, c'est toi, Chichi. À toi. C'est toi. Bisous. Portez-vous bien. Ciao. Et regardez Inglourious Basterds. Vous allez halluciner. Who adore you, just go